Salut à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de traiter un sujet qui est dans l'actualité depuis un moment. Et j'ai fait pas mal de recherches et j'ai mis beaucoup de temps dans cette vidéo, c'est pour ça qu'elle sera un peu plus longue que les autres. Je vais vous expliquer le conflit ouïghour de mon point de vue et grâce aux nombreuses informations que j'ai pu collecter, vous faire un format un peu plus focus sur ce sujet en particulier. Du coup, on commence. Les Ouïghours, le plus grand internement de masse du XXIe siècle. Bon, comme vous le savez, c'est un sujet qui est présent depuis un moment maintenant et qui revient de temps en temps en fonction de l'actualité et des réseaux sociaux. Mais c'est un sujet dont on n'entend absolument jamais parler sur les plateformes de médias officiels. J'ai décidé d'en parler parce que c'est un sujet important qu'il ne faut pas oublier. Donc n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser un maximum. Bon, ce qu'on sait tous, c'est que dans l'imaginaire collectif, qu'on a tous pu voir à travers les réseaux sociaux, c'est que les Ouïghours, c'est une communauté musulmane en Chine qui subit des violences à cause de leur religion. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a tellement de détails dont on n'est pas au courant et qui sont encore très flous. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. Les Ouïghours, c'est l'une des 56 ethnies qui composent la République populaire de Chine, qui est dominée par l'ethnie Han, l'ethnie principale qui représente 92% de la population. Les Ouïghours, eux, ils représentent moins d'1% de la population chinoise. C'est un peuple qui est installé en Asie centrale depuis plus d'un millénaire dans l'actuelle région du Xinjiang et qui y sont aujourd'hui environ 12 millions. Bon, officieusement, les problèmes commencent à partir de 1958. Le gouvernement chinois a voulu mettre en place une politique d'assimilation. Une politique d'assimilation, c'est par exemple, dans le contexte de la colonisation, ça suppose que les peuples colonisés doivent progressivement adopter la culture et les valeurs du colonisateur pour devenir à terme des citoyens à part entière. Donc une politique d'assimilation a été mise en place pour contenir les minorités ouïghours. À partir de 2001, ça s'intensifie à cause du 11 septembre américain. Parce qu'en fait, ça leur sert d'excuse pour faire passer leur politique d'assimilation pour lutte antiterroriste avec la mise en place d'une politique chinoise censée lutter contre le djihadisme et le radicalisme islamiste, mais qui va bien au-delà en s'attaquant à la culture ouïghour même. En 2013 et en 2014, il y a eu des attentats en Chine qui ont encore plus durci la politique, soi-disant antiterroriste chinoise. Ce qui n'a pas aidé les Ouïghours, puisque l'amalgame entre islam et terrorisme était alors vraiment ancré dans les esprits. La politique de répression devient encore plus sévère en 2016 avec l'arrivée de Chen Quanguo au poste de secrétaire du Parti communiste au Xinjiang. Il met en place les camps de rééducation, où entre 1 million et 3 millions de Ouïghours sont détenus aujourd'hui. Le gouvernement chinois met alors en place des interdictions de plus en plus extrêmes. Ça commence par leur interdire les prénoms musulmans, ou simplement turcs. Puis on leur empêche d'aller à la mosquée, de lire le Coran. Ils peuvent être mis en détention parce qu'ils veulent aller en pèlerinage ou à l'étranger, ou même parce que l'un de leurs proches est à l'étranger. Leurs traditions sont prohibées. Les femmes ne peuvent pas porter le voile, les hommes pas de barbe. Ils sont surveillés par les fonctionnaires de l'ethnie Han, majoritaires, qui prennent leurs habitations quand les familles ouïghours sont emmenées en détention. Pendant les périodes de surveillance, les fonctionnaires Han viennent habiter plusieurs jours au sein des foyers ouïghours. S'ils le veulent, ils peuvent même coucher avec les femmes chez elles. Si elles refusent, elles sont envoyées en camp. Les enfants, eux aussi, sont très souvent enlevés. 500 000 enfants ouïghours ont été séparés de leurs parents et ont été placés dans des orphelinats où ils sont éduqués selon la propagande et les bonnes traditions du Parti communiste chinois. Les parents sont emprisonnés dans des camps de rééducation ou encore des camps de déradicalisation terroriste, d'après la propagande. Ils ont même osé appeler ça des centres de formation professionnelle. Les Ouïghours y sont enfermés, entassés. Ils sont sujets à des expériences médicales et à de la torture. Une réfugiée ouïghour a même témoigné de torture à l'électricité par viol anal et vaginal. Depuis 2017, au moins 380 camps ont été mis en place, qui peuvent chacun accueillir plus de 50 000 détenus. À tout ça s'ajoute le travail forcé dans les champs de coton du Xinjiang, qui représente 85% de la production totale de coton en Chine, et donc qui fournit la grande majorité du milieu textile chinois. Récemment, on a découvert que les Ouïghours internés sont aussi victimes de trafic d'organes. À leur arrivée dans les camps, les millions de Ouïghours internés subissent des prélèvements, des collectes d'ADN, des tests d'organes. Le régime les transforme en réserve d'organes vivants. Par exemple, un rein est vendu 150 000 $ sur le marché noir, au lieu de 40 000 $ habituellement. Ces organes sont aussi vendus en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, puisqu'ils sont considérés comme halal, car ils proviennent de musulmans. Mais les vraies raisons pour lesquelles le régime chinois ne veut pas de Ouïghours, c'est premièrement le fait que les Ouïghours dérangent à cause de leur différenciation culturelle et religieuse. Ils représentent une menace à l'identité chinoise qui veut se faire passer pour unie et indéfectible. La deuxième raison, c'est que la région du Xinjiang est un emplacement stratégique, en plein dans les nouvelles routes de la soie qui sont rétablies par des liaisons de voies ferroviaires entre la Chine et l'Europe. La troisième raison, c'est l'enjeu géopolitique. Comme dans la plupart des conflits, on peut le deviner, il y a un conflit économique. Le Xinjiang, c'est une région extrêmement stratégique. Il y a le passage de l'éoduc pour le pétrole, mais aussi de nombreuses réserves de minerais. Charbon, minerais précieux, or, argent, etc. Pour l'instant, le régime chinois nie toutes les accusations, comme il l'a toujours fait. En réaction aux déclarations françaises, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a assuré que la politique de son pays dans la région n'avait rien à voir avec les droits de l'homme ni de la liberté de culte, mais était plutôt en rapport avec la lutte contre le terrorisme et le séparatisme.
Il nie toutes les accusations. Aujourd'hui, la population ouïghour a vraiment diminué. Le contrôle des naissances et les stérilisations forcées permettent de parler d'un génocide démographique, puisque d'après la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, le contrôle des naissances d'une population est l'un des 5 critères de génocide. Mais on parle aussi de génocide culturel, puisque le gouvernement chinois veut éradiquer toute forme de représentation de la religion musulmane, et ça même au travers de la suppression de tout un peuple. À l'international, peu de gouvernements se sont exprimés. Pendant longtemps, il y a eu peu de réactions à cause du contrôle très strict de la censure chinoise. Donc ces faits n'étaient pas connus. Mais une autre raison de l'ignorance de la communauté internationale, c'est que les pays occidentaux ont peur de Pékin. Ils ont peur de se voir privés des investissements chinois. La Chine a encore beaucoup d'influence sur les Européens et beaucoup d'alliés dans le monde. En février 2020, la Turquie a qualifié de honte pour l'humanité le traitement réservé par Pékin aux Ouïghours, mais c'est une exception. En 2019, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann a été l'un des premiers élus à alerter les institutions sur ces événements. Lis le Coran, tu vas en camp. Tu portes une barbe, tu vas en camp. Tu envoies des vœux pour l'Aïd, tu vas en camp. Voilà la terreur qui s'abat sur les Ouïghours de Chine en ce moment. Et les grands silences permettent les grands crimes. Et force est de constater que jusqu'ici, le monde a été très silencieux. Il a ensuite fait en décembre 2020 un deuxième discours devant le Parlement européen, puisque les députés n'ont rien fait depuis le premier discours de 2019. Pour provoquer une réaction de la communauté européenne et internationale, il accuse les dirigeants de fermer les yeux sur le drame vécu par les Ouïghours en Chine. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse la communauté internationale de consentir à ce crime par son silence et sa passivité. J'accuse les dirigeants de nombreux pays musulmans du Pakistan à l'Arabie saoudite qui brandissent d'un côté leur foi en étendard et de l'autre soutiennent la politique chinoise de destruction des mosquées et de profanation des cimetières. J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. J'accuse enfin les dirigeants européens de lâcheté et de veulerie. Ces dirigeants, nous les avons exhortés il y a 1 an déjà à prendre des actions pour faire fermer ces camps. Qu'ont-ils fait depuis 1 an? Rien du tout. Un footballeur comme Griezmann ou des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux ont plus fait en 1 an pour les Ouïghours que tous nos dirigeants réunis. Alors que les choses soient claires, si ces dirigeants s'assoient sur la résolution que nous votons aujourd'hui, eh bien s'ils refusent de sanctionner les dirigeants chinois, l'histoire les jugera complices de crimes contre l'humanité et nous les jugerons avant elle. L'une des seules actions faites par la communauté internationale, c'est que 39 pays en octobre 2020, menés par l'Allemagne avec le Japon, le Canada et plusieurs autres pays européens, ces 39 pays ont fait une déclaration à l'ONU pour obliger Pékin à respecter les droits humains et pour ouvrir l'accès à des observateurs. Cette action n'a servi à rien, puisque la Chine est un membre permanent de l'ONU et donc elle a un droit de veto permettant de bloquer toute décision à son encontre. Parmi les pays qui ont agi et ont condamné les agissements du gouvernement chinois par des sanctions économiques, il y a les États-Unis quand Trump était encore président. Même si dans les faits, c'est pour des raisons qui arrangent les US, puisque la Chine est leur premier concurrent économique mondial. C'était donc voulu, et c'est pour mettre des bâtons dans les roues à l'économie chinoise, plus que pour les Ouïghours en soi. À l'opposé, une liste de 46 pays soutiennent la politique d'antiterrorisme de la Chine. Parmi ces pays, il y a l'Iran, la Syrie, le Pakistan, Bahreïn, l'Égypte, le Yémen, l'Irak, Oman, Soudan, les Émirats arabes unis, mais l'Arabie saoudite aussi. La liste contient une grande partie de pays musulmans qui veulent garder les investissements économiques que la Chine fait sur son territoire. C'est un rapport de force tellement inversé que ça va être compliqué d'avoir des résultats sans de réels acteurs. À partir de mars 2020, on a commencé à comprendre, grâce à un rapport de l'ASPI, Institut australien de stratégie politique, que beaucoup de Ouïghours emprisonnés en camp l'étaient au profit de 83 grandes multinationales, dont Nike, Adidas, Zara, H&M, Lacoste, Apple ou encore Mercedes et Volkswagen, qui sous-traitent avec des usines auprès desquelles ils faisaient faire leurs produits par le travail forcé des Ouïghours. Zara et Nike ont refusé de s'engager et d'arrêter l'exploitation des Ouïghours dans ces camps. Pour des raisons économiques, ils ne veulent pas casser leur contrat et retirer les investissements au détriment de cette population abusée. Les seules marques s'étant engagées à cesser toute activité avec des fournisseurs et sous-traitants impliqués dans l'exploitation des travailleurs forcés ouïghours sont Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein et Tommy Hilfiger.
Et ça, c'est grâce à l'engagement de milliers de personnes sur les réseaux sociaux qui ont cité les comptes de ces marques, qui leur ont envoyé des mails, des messages, qui ont montré leur soutien aux défenseurs des Ouïghours grâce à des likes et des partages. Grâce au fait d'avoir signé des pétitions ou simplement en ayant mis en photo de profil le fond bleu clair. C'est ce genre de petites actions qui montrent l'intérêt et l'engagement de la population et qui réussit à mettre sous pression ces grands groupes. Ces derniers jours, la chaîne d'information américaine BBC a publié un reportage qui a permis de prolonger la présence du sujet dans l'actualité. Sur cette interview, on peut écouter le témoignage d'une ex-détenue ouïghour que je vous ai mis là. They were 3 men. Not one, but 3. They did whatever evil their mind could think of, and they didn't spare any part of my body, biting it to the extent that it was disgusting to look at. They didn't just rape, they were barbaric. They had bitten all over my body. They had an electric baton. I didn't know what it was. It was pushed into my private parts and I was tormented with electric shocks. Aujourd'hui, les Ouïghours qui ont réussi à sortir de la Chine essaient de rejoindre leur communauté expatriée et tentent de reconstruire leur identité en la perdurant et en l'enseignant à leurs enfants. Ils essayent de faire sortir leur famille des camps en alertant l'opinion publique et font plusieurs actions, mais à cause de leur petit nombre, c'est difficile pour eux de se faire entendre. C'est pour ça qu'on ne doit pas les oublier et porter leur voix. Pour vous tenir informé de leur situation, n'hésitez pas à consulter le compte de Rafale Glucksmann et le compte ouïghour.news.